Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce deuxième numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo et de la sécurité. Les forces de la SADC toujours pas au complet. Notre deuxième sujet concerne le Niger, exercice militaire d'envergure des armées de l'AES, du Tchad et du Togo. Nous irons ensuite en Côte d'Ivoire pour notre troisième sujet pour parler de la présidentielle. Alassane Ouattara, candidat naturel du RHDP. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler des inondations à Lomé, les mesures d'urgence du ministère de la Sécurité. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Essobori Souley Kéziré, vous êtes métaphysicien et analyste politique. Vous êtes également le président de l'association Le Civisme. Bonsoir Souley et bienvenue. Bonsoir et bonsoir les téléspectatrices et téléspectateurs. Et bonsoir aussi à mes co-débatteurs. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo. Les forces de la SADC toujours pas au complet. Alors, elles avaient annoncé leur soutien à la République démocratique du Congo dans la lutte contre le terrorisme qui sévit dans l'est de ce vaste pays d'Afrique centrale. Les pays membres de la SADC devraient envoyer environ 4800 militaires pour sécuriser l'est de la République démocratique du Congo en proie à des groupes terroristes, notamment les ADF et surtout le M23. Sauf que depuis fin décembre jusqu'à actuellement en mai, les pays de la SADC n'ont pu envoyer que 800 militaires qui subissent aussi par moment de douloureux revers dans cette partie de la République démocratique du Congo. On se rappelle la mort de ces 3 militaires tanzaniens qui avaient été tués dans les opérations dans l'est de la République démocratique du Congo. Les renforts devraient venir depuis pour que le nombre des 4800 soit au complet, mais jusque-là, pas d'informations. Les autres problèmes que rencontrent notamment les militaires sur le terrain sont d'ordre peut-être économique, d'organisation, quand on sait que la SADC intervient également au Mozambique pour contrer les groupes terroristes Shabab qui sévissent dans la région de Cabo Delgado. On se pose la question de quand est-ce qu'on aura les autres vagues de contingents qui viendront compléter les unités de la SADC sur le terrain en République démocratique du Congo. Nous nous interrogeons avec nos invités. Je commence par vous, Louis Kamako. Nous sommes en République démocratique du Congo. On sait que là avait travaillé depuis plusieurs années la MONUSCO qui finalement a été priée de plier bagages parce qu'elle n'avait pas permis d'atteindre les objectifs. Entre-temps, on a fait appel aux forces de l'Afrique de l'Est qui aussi ont été priées de plier bagages parce qu'elles n'auraient pas aussi accompli le job. On a fait appel maintenant aux soldats de la SADC. Ils devraient être 4800. Ils ne sont que 800 pour le moment sur le terrain. Oui, ça prouve aujourd'hui combien de fois combattre le M23 est une mission difficile pour toute armée parce que vous l'avez dit que depuis là, tous les éléments qui ont déployé n'ont pas justement réussi à les combattre. Aujourd'hui, on parle de la SADC qui normalement est composée d'une dizaine de pays. Mais aujourd'hui, quand vous voyez, il n'y a que 3 pays qui se positionnent. Il y a l'Afrique du Sud, il y a la Tanzanie, le Malawi qui justement ont pu envoyer les 800 militaires que vous venez d'évoquer. Maintenant, la question, c'est vrai, vous l'avez dit, que c'est quand vous voyez aujourd'hui la SADC, la SADC, je crois qu'elle-même, elle est au four au moulin parce que à côté de ce qui se passe en Est des Congo, la SADC aussi doit envoyer les éléments au Mozambique pour combattre les terroristes, je crois que tu l'as dit. Et également à côté, ils ont dans leur propre pays des défis sécuritaires, même si cela n'est pas aussi clair que ça. C'est-à-dire que quand la sécurité aujourd'hui est un peu menacée dans tous les pays de l'Afrique avec des terroristes qui frappent un peu partout, ça veut dire que si un pays est atteint, son voisin automatiquement est atteint. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui la SADC même en soi a besoin des éléments en fait pour assurer la sécurité dans son propre pays. Donc aujourd'hui il y a ce problème-là qui se pose en fait. Et quand vous voyez aussi, et c'est quoi que vous l'avez également évoqué, il y a aussi un problème d'effectifs qui se pose. Est-ce que aujourd'hui les pays qui
compose en réalité la SADC, dispose d'éléments, il dispose de ressources humaines dignes de ce nom pour pouvoir justement envoyer les éléments en RD Congo. Il y a aussi ça. Maintenant, à côté, je crois que tout le monde a peut-être peur de s'aventurer sur un terrain glissant. Parce que je l'ai dit tout à l'heure dans ma prise de parole que la mission en RD Congo est une mission difficile pour les uns les autres. Et quand vous voyez que le peu de militaires qui est sur le sol congolais est tué parfois comme des petits poussins, ça n'encourage pas les autres en fait à aller sur ce terrain-là. Et vous avez en face le M23, les militaires, les rebelles de M23 qui sont sur le terrain depuis belle lurette. Donc aujourd'hui, il y a aussi ce problème-là qui se pose, la connaissance du terrain, la connaissance du champ de bataille. Ce champ de bataille est parfaitement maîtrisé par les éléments du M23. Donc ce qui fait que tout le monde se dit que c'est une bataille perdue d'avance et qu'il faut justement peut-être reculer comme cela toujours pour prendre de bonnes décisions. Vous avez dit, c'est vrai que sur le terrain aujourd'hui on voit les milices de Ouazalando qui justement hier étaient contre le régime congolais, mais aujourd'hui combattent justement aux côtés de ce régime-là pour mettre fin à la mission périlleuse en fait de M23. Mais au même moment, les autorités congolaises se posent la question. Elles se demandent, mais à quel prix, en fait, les milices là qui hier étaient contre eux viennent maintenant combattre de leur côté. Donc, je pense que c'est tout un imbroglio total qui se passe. Et quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe, on a souvent accusé le Rwanda comme étant celui-là qui est l'instigateur, ou bien celui-là qui soutient les rebelles de M23 en RD Congo. Donc tout cela, beaucoup de monde se pose de questions aujourd'hui. Est-ce qu'il faut aller dans une bataille ou bien dans une bataille où les contours ne sont pas définis? Est-ce qu'il faut aller combattre l'ennemi que personne ne maîtrise? Est-ce qu'en le faisant, on n'est pas en train d'embraser une crise régionale? Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde se retient et tout le monde se retient et on attend justement ce que va peut-être décider les partenaires. Parce qu'il y a aussi ça, il y a un problème de ressources financières qui se pose. Parce qu'il faut justement que les militaires qui composent aient les moyens adéquats justement pour aller dans cette bataille. Donc je pense que c'est tout un imbroglio, c'est une situation confuse en réalité qui provoque malheureusement face à cette crise-là qui n'a jamais cessé de décimer le peuple congolais. Alors c'est selon vous ce qui explique le fait qu'on n'a pas encore les dernières vagues ou les autres vagues de militaires qui doivent rejoindre le contingent sur place. On avait promis 4800 pour le moment sous le Kéziré. Ils ne sont que 800 sur le terrain. Et les actions, c'est vrai, ils mènent des actions, mais on attend toujours des résultats. Effectivement, je me pose la question si la RDC a eu le malheur que son sous-sol soit béni. Parce que c'est un problème de sous-sol. Les M23, le président Tshisekedi, à mon avis, a fait 2 erreurs. D'abord, en demandant, en remerciant la MONUSCO. Vous pensez qu'il ne devrait pas remercier la MONUSCO? Il ne devrait pas les remercier. La MONUSCO a fait une vingtaine d'années et n'a pas obtenu les résultats selon Tshisekedi et donc elle devait plier bagage pour laisser la place à d'autres organisations. Maintenant, l'organisation qu'elle demande actuellement, n'en voit que combien? 800. Ça, c'est un problème qui ne peut pas être résolu sur 100. Avec 800 personnes. Avec 800 personnes. Parce que la M23, soutenue par le Rwanda, est puissamment armée. Est soutenue par des puissances occidentales, internationales. Sinon, c'est comme la fourmi et l'éléphant. Je dis que la fourmi va terrasser l'éléphant. Sinon, le Rwanda à côté de la RDC, c'est combien de fois le Rwanda peut être dans la RDC? Mais combien d'années? Ils le maintiennent parce qu'à cause des ressources minières. Presque toutes les ressources minières du monde, Dieu les a rassemblées en RDC. Alors la première erreur de Tshisekedi, selon vous, c'est de remercier la MONUSCO d'avoir demandé son départ. Oui. Et la deuxième, c'est de dire au Rwandais, si elle veut la guerre, elle l'aura.
Il n'aurait pas dû déclarer la guerre au Rwanda. C'est une provocation. Mais sans même l'avoir déclaré, la situation était toujours pareille sur le terrain. La situation était toujours pareille, mais il fallait se taire que de déclarer. Parce que dans la mesure où vous dites ça, à quelqu'un que vous voyez plus puissant que vous n'aurez pas à dire. Il faut chercher plutôt à négocier. Il faut aller aux négociations. Parce que les guerres, elles finissent par une table ronde. Vous-même, vous connaissez. M. Tshisekedi ne peut pas dire qu'il ne connaît pas ceux qui sont derrière la M23. Oui, c'est vrai, il y a une initiative de dialogue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, l'initiative de l'Union africaine qui est pilotée par l'Angola. C'est vrai, on annonce des dates pour les rencontres, mais elles n'ont pas encore lieu. Mais quand même, il y a une initiative. Dans la mesure où il y a de l'hypocrisie, n'importe où il y a l'hypocrisie, rien ne marche. Il faut voir ce que se dit en dessous et non sur la table. Alors, qu'est-ce qui explique que la SADC n'arrive pas à envoyer ces autres éléments pour faire les 4800? L'argent est le nerf de la guerre. Tous les pays qu'on demande de venir, beaucoup de pays sont sous perfusion. Des pays occidentaux. Or, c'est ce même pays que M. Tshisekedi a remercié. Donc, c'est comme il fait une demande indirecte. Les gens là, maintenant, sur le plan financier et humain, ça ne va pas. Sinon, dire que le M23 continue par tuer au moins 3 personnes de la SADC, qui oserait encore envoyer ces hommes? Le pays étant... C'est ce qui explique, selon vous, le fait qu'on attend toujours les 4000 autres hommes sans les avoir. Il y a 3 choses. Moyens financiers, moyens humains, et puis la peur. Parce que... Est-ce que le M23, normalement, devait faire peur à une communauté de 15 pays, quand même? C'est 15 pays, la SADC. C'est ça, je vous ai donné l'exemple entre un éléphant et une fourmi. La M23, c'est un peu eux qu'on voit, c'est quelle arme, qu'est-ce qu'ils possèdent, qui les finance. Quand les gens, on entend sur les antennes, on dit quand vous allez au Rwanda, c'est joli, le Rwanda ne fait que gagner des miettes de ce qui provient de la RDC. Sinon, le Rwanda, politiquement, en matière de démocratie, n'est pas mieux. Mais la communauté internationale ferme les yeux parce qu'elle passe par là pour avoir le sous-sol de la RDC. Donc, en même temps, Tshisekedi, moi, à mon avis, doit faire appel à une autre puissance. Par exemple, la Russie. Par exemple, la Russie. Là, ceux qui sont derrière M23 vont montrer visage. Ok. Alors, merci beaucoup à vous, Soulé Kéziré. Credo d'été, je viens à vous. La SADC avait promis d'envoyer 4800 hommes pour sécuriser l'Est de la République démocratique du Congo, qui est tellement vaste, plus vaste que certains pays même de la SADC. Si on prend certaines régions comme le Nord Kivu, certains pays de la SADC ne tiennent pas. Mais la SADC, dans son ensemble, devait envoyer 4800 hommes. Les déploiements ont commencé depuis fin 2023. Mais là, nous sommes en mai 2024. On n'a que sur le terrain 800 personnes sur les 4800. Et les opérations ont du mal à progresser. On se rappelle, en avril dernier, la mort des 3 soldats tanzaniens qui ont été tués par des frappes du M23. Et jusque-là, on attend la concrétisation des opérations sur le terrain. Qu'est-ce qui explique que le nombre a du mal à se compléter? La première explication plausible, c'est par rapport aux moyens financiers. Sûrement qu'aujourd'hui, les moyens financiers font défaut à la SADC, donc à ces 15 États membres, dont la RDC, de disposer des hommes sur le terrain. Vous savez, sur 4800 et on n'a aujourd'hui que 800, donc il faut se poser la question. Donc, est-ce que le plan
le plan opérationnel pourra être matérialisé? Non. Et du moment où déjà la RDC avait déjà un antécédent avec les Nations Unies, le fait de renvoyer, de se séparer de la MONUSCO, donc je crois que c'est déjà un handicap pour le financement de la SADC, parce que la SADC aussi va s'appuyer sur de probables financements des Nations Unies. Mais si vous avez le pape, vous avez dit que vous refutez le pape, est-ce que c'est le cardinal qui aura les moyens de vous satisfaire? Donc c'est la situation, si on peut la décrire. Donc il y a les problèmes de moyens financiers, mais également c'est la matérialisation des problèmes d'effectifs, donc des problèmes d'hommes, lorsque sur 4800 il n'y a que 800, donc c'est-à-dire que les 800 qui sont présents ne pourront jamais être efficaces, parce que l'Est de la RD Congo, c'est un vaste chantier, donc il va falloir que les opérations soient proprement coordonnées. Mais si pour un plan, disons, d'opérationnalisation de 4800, on n'a que 800, donc je dis que c'est beaucoup plus jouer à l'administratif que jouer, disons, à l'opération sur le terrain. Donc ça peut expliquer aujourd'hui les difficultés. Et nous n'allons pas occulter le fait que la SADC est, en plus de la RD Congo, vous l'avez dit en introduction, il y a aussi le chantier de la Mozambique. Et le chantier de la Mozambique aussi n'est pas encore, disons, totalement calme. Donc c'est que la SADC est sur deux fronts et cela doit démultiplier en quelque sorte les ressources et les moyens. Donc est-ce qu'il y a aujourd'hui les moyens? Et également, pour chuter, il faut interroger également la posture de M. Tshisekedi. Est-ce que M. Tshisekedi ne braque pas la communauté internationale contre lui-même? M. Kéziré est allé sur ce terrain, mais je crois que la personne même de M. Tshisekedi causerait un souci, disons, à une unicité d'action pour lui venir, disons, au secours. Pourquoi? Et là, non, mais si nous voyons l'armée même de la RDC, ce n'est pas tellement ça. Et quand vous avez un pays limitrophe comme le Rwanda et vous jetez assez facilement de l'anathème, vous cherchez à habiller le Rwanda sans avoir les preuves matérielles d'être derrière les rebelles du M23, donc c'est dire que vous-même vous êtes fragilisé. Et je crois que c'est sur ce plateau, lorsque au dernier jour de la campagne présidentielle en RD Congo, M. Tshisekedi a déclaré ouvertement la guerre au Rwanda, mais on s'est dit, certes, il est en quête de voix pour se faire réélire, mais que c'est une mauvaise communication parce que ça va le suivre. Donc aujourd'hui, ça le suit. C'est M. Tshisekedi qui gesticule, mais le président du Rwanda, il est dans son coin serein et nous ne pouvons pas penser que la tâche lui serait assez aisée. Malgré les interventions de l'Union africaine, les conciliations de l'Union africaine, vous avez vu que rien n'a bougé du côté du Rwanda pour essayer de sauver le voisin. Parce que le voisin l'a déjà habillé pour dire c'est lui qui serait derrière. Maintenant, il chasse des missions qui ont, certes, l'argument selon lequel les Nations Unies étaient là pendant 20 ans, mais n'ont rien foutu. Mais est-ce que ce n'est pas le terrain qui commande l'action? Aujourd'hui, les Nations Unies ne sont plus là. Est-ce qu'ils pensent que c'est la SADC qui peut faire face, disons, aux rebelles? Et M. Kéziré a parlé de l'armement aussi. Donc, il faut voir. Est-ce qu'ils ont, ceux qui tentaient de faire face au M23 avaient la logistique nécessaire pour arriver à bout assez facilement des rebelles de M23? Voilà autant d'interrogations, mais on dirait dans une autre formule ou bien de figure de style que M. Tshisekedi est bien loti. Merci beaucoup. À vous. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.